Sabah al-Khir. Donc, heureux de vous retrouver dans cette deuxième séance des conférences à distance qui porte toujours sur le module de la procédure civile, consacré dans sa dernière ligne droite aux voies de recours. Et nous avons pu distinguer entre deux types de voies de recours, en l'occurrence les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Parmi les voies de recours ordinaires, nous avons classé l'opposition, ta'arrud, et l'appel, le sinaf, dont nous avons étudié en détail l'ossature dans les deux précédentes conférences. Et il nous incombe dans la conférence d'aujourd'hui d'étudier deux autres voies de recours, étant entendu qu'ils sont au nombre de 3. La dernière, on lui consacrera, vu son importance, une conférence à part. Donc, par rapport à ces voies de recours extraordinaires, nous avons indiqué qu'ils sont au nombre de 3, en l'occurrence la tierce opposition, ou encore la rétractation, ou encore la cassation, an-naqd. Donc, pourquoi on les appelle voies de recours extraordinaires? Tout simplement, comme j'avais dit auparavant, parce que les cas de recours à ces voies de recours sont limitativement déterminés par le Code de la procédure civile. En dehors des situations prévues par le Code de la procédure civile, ces voies de recours ne sont pas ouvertes, ou du moins la personne qui en fait usage peut être déboutée de sa demande parce que le juge va déclarer l'action irrecevable. Alors, ces voies de recours, on les appelle extraordinaires également parce qu'aucune autre voie de recours n'est possible pour les justiciables. Les voies de recours ordinaires, ni l'opposition, ni l'appel, bien entendu, c'est dans ce cas-là qu'on peut recourir à ces voies de recours extraordinaires qui sont, comme je viens de dire, au nombre de 3, la tierce opposition, ta'arrud al-ghayr al-ghaib al-khusuma, ou la rétractation, i'adat nadar, ou encore la cassation, an-naqd. Ces voies de recours, il y a lieu de distinguer, est-ce qu'ils sont exercés par les parties au procès qui ont été présentes ou représentées, ou ils sont présentés par les tiers, selon qu'ils soient exercés par les tiers ou encore exercés par les parties qui étaient présentes ou représentées à l'instance. On distingue deux types de voies de recours. Si les personnes faisaient partie intégrante du procès parce qu'ils étaient présentes ou représentées, deux voies de recours extraordinaires leur sont ouvertes. En l'occurrence, soit la rétractation, soit la cassation. Mais si une personne est un tierce par rapport au procès, il n'a pas été présente au procès, il n'a pas été appelé au procès, dans ce cas-là, cette voie de recours qu'est la tierce opposition lui est ouverte, ta'arrud al-ghayr al-ghaib al-khusuma. Alors, nous allons étudier dans un premier lieu la tierce opposition et dans un second lieu la rétractation. Alors, la tierce opposition, une personne qui est étrangère au procès, une fois que le jugement a été rendu par le tribunal, ce jugement lui porte un préjudice grave, alors qu'il demeure un tiers par rapport aux parties qui étaient au procès au moment de ce jugement. Il se trouve, par contre, que ses intérêts seraient lésés si le jugement venait d'être exécuté. Et il n'a pas pu se défendre devant l'instance initiale qui a donné lieu à ce jugement pour justement se défendre contre les aléas possibles du jugement qui serait prononcé. Donc, puisque le jugement prononcé porte atteinte à ses intérêts, dans ce cas-là, puisqu'il n'a ni été partie, ni présente dans l'instance qui a donné lieu à ce jugement, il peut recourir
à cette voie de recours extraordinaire qui lui permet justement de se défendre contre l'exécution de ce jugement qui, si jamais il est exécuté, il portera atteinte à ses intérêts alors qu'il n'a pas pu se défendre. Alors, dans ce cas-là, remarquez avec moi que la tierce opposition enfreint un des principes sacro-saints dont nous avons parlé, en l'occurrence le principe de l'autorité, pardon, le principe de la relativité de la chose jugée. La relativité de la chose jugée. Ça veut dire qu'un jugement n'a d'effet que sur les parties. Rappelez-vous les effets du jugement. Un jugement, lorsqu'il a été prononcé, il n'a d'effet contre les parties. Donc, il ne peut pas être opposé aux tiers, parce que les tiers demeurent étrangers par rapport à ce jugement. Donc, le tiers, en principe, il n'avait rien à craindre du jugement rendu, du moment qu'en cas de son exécution, et que cette exécution risquerait de lui apporter préjudice, il n'a que soulevé cette exception de la relativité de la chose jugée pour indiquer, moi, ce jugement, je suis étranger, donc il n'y a pas lieu de l'exécuter sur moi, étant dit que je suis étranger à ce jugement et en application du principe sacro-saint de la relativité de la chose jugée. Il n'en demeure pas moins que dans la vie de tous les jours, nous constatons que les intérêts sont très interdépendants entre les parties. Les choses sont devenues, aujourd'hui, dans le monde des affaires par exemple, tellement indépendants que un jugement rendu sur une affaire déterminée entre deux parties risquerait, en cas de son exécution, de léser d'autres parties. Et si cette partie pourrait toujours soulever, au moment de l'exécution, cette exception de la relativité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que celle-ci risquerait de tomber à l'eau, de ne pas être pris en considération, et par conséquent, il sera lésé. Donc, cette relativité de la chose jugée n'est pas véritablement une véritable arme entre les deux mains de cet étranger, de ce tierce, qui pourrait contrecarrer l'exécution du jugement. C'est la raison pour laquelle le Code de la procédure civile a permis à cet étranger au sens qu'il n'a pas été partie ni représenté à l'instance, à ce tierce d'exercer cette voie de recours qui est la tierce opposition, justement pour se prévenir contre les conséquences préjudiciables que pourrait engager l'exécution de ce jugement. Donc, la tierce opposition, en pareil cas, apparaît comme le seul moyen entre les mains de ce tierce pour demander au juge qui a rendu le jugement, pour demander au tribunal soit de réformer le jugement, soit de rétracter sous le chef que ces derniers portent atteinte à ses intérêts, portent atteinte à lui sont préjudiciables. Le jugement lui est préjudiciable. Alors, la tierce opposition a une fonction autre que l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où il répond aux intérêts évidents d'un tiers qui sont étrangers à cette autorité de la chose jugée qui n'intéresse que les deux parties à l'instance, mais il ne peut pas s'imposer à lui puisque c'est un tiers et il y a la relativité de la chose jugée d'une part et l'autorisation, la dérogation accordée par le Code de la procédure civile à cette partie étrangère, tierce à l'instance, d'exercer cette voie de recours extraordinaire. Donc, par cette voie de recours extraordinaire, le tierce demande à une juridiction de rétracter sa décision, de revenir sur sa décision parce qu'il lui fait grief, parce qu'il lui apporte un grave préjudice. Ceci, bien entendu, si jamais il est accepté, permet au juge de modifier sa première décision à l'égard uniquement de ce tiers. À l'égard uniquement de ce tiers. Mais le jugement rendu entre les deux parties
il demeure valable, il a toujours autorité de la chose jugée. La seule exception, c'est lorsque les effets de ces décisions portent sur quelque chose qui est dans l'indivision, portent sur quelque chose qui est dans l'indivision. À titre d'exemple, une personne qui prétend disposer d'une servitude sur un bien immeuble engage une action en justice contre un des copropriétaires de cet immeuble. Un seul, alors qu'il y en a plusieurs. Supposons qu'il y en a deux, minimum deux. L'action est engagée et le tribunal, dans son jugement, juge que l'immeuble est greffé d'une servitude de passage. Le deuxième copropriétaire, qui n'était pas parti à la première instance, et il demeure un tiers par rapport à celle-ci, mais il va se voir son immeuble greffé d'une servitude qui n'existait pas, du moins selon ses prétentions. Pour se défendre, parce que le jugement rendu et qui va indiquer qu'il y a une servitude de passage va léser ses intérêts. Il lui est préjudiciable. Pour contrecarrer ce jugement, il a le droit de recourir, d'exercer cette voie de la tierce opposition. Et dans ce cas présent, l'effet du jugement rendu qu'il accepterait n'intéresserait pas uniquement celui qui prétend posséder une servitude de passage et le deuxième copropriétaire. Il intéressera tous les copropriétaires parce que la décision rendue est rendue sur quelque chose qui ne peut pas se séparer, il est dans l'indivision. Ce sont les dispositions de l'article 303 à 305 du Code de la procédure civile qui réglementent l'opposition. À cet effet, il indique quelles sont les conditions que le juge doit vérifier pour qu'il soit accepté. En deuxième lieu, il indique quelles sont les modalités de son exercice, en l'occurrence la procédure pour exercer cette voie de recours extraordinaire. Et enfin, il indique les effets de cette tierce opposition. Donc, le Code de la procédure civile indique trois choses: les conditions, la procédure et les effets. C'est ce que nous incombe d'étudier ou de passer en revue. Par rapport aux conditions, ce sont les dispositions de l'article 303 du Code de la procédure civile qui indiquent les conditions de la recevabilité de la tierce opposition. Il indique: toute personne peut former opposition à une décision judiciaire qui préjudicie à ses droits, et lors de laquelle ni elle ni ceux qu'il représente n'ont été appelés. L'article 303 est clair pour poser les jalons des conditions que le juge doit vérifier pour l'acceptation de cette voie de recours extraordinaire. Donc, la tierce opposition doit obéir à trois conditions. La première, la personne qui exerce cette voie de recours extraordinaire doit avoir un intérêt à le faire. C'est la condition d'ailleurs sine qua non pour la recevabilité de l'action, parce que c'est une condition justement nécessaire pour que l'action soit écoutée par le juge. Rappelez-vous l'intérêt. Pas d'intérêt, pas d'action. Il suffit donc qu'une personne indique comme intérêt que le jugement rendu, il va léser ses intérêts, il lui apporte préjudice. Et dans ce cas-là, son intérêt figure justement dans le préjudice que l'exécution du jugement va lui apporter. Donc, l'intéressé, le tierce opposant, par cette voie, pourra défendre tous ses intérêts en demandant la réformation du jugement. Bien entendu, il incombe au juge de vérifier si ses intérêts sont légaux, ils sont nés et existants et obéissent à tout ce qu'on avait dit sur les intérêts. Faute de quoi, il va rejeter, bien entendu, refuser cette tierce
opposition, il va la déclarer irrecevable. Deuxième condition, il faut, pour qu'une personne puisse exercer cette voie de recours, qu'il soit une tierce par rapport à l'instance, qu'il soit étranger à l'instance. Ça veut dire qu'il n'a été ni partie, ni représenté à l'instance. Autrement, si cette personne était présente à quelque titre que ce soit devant l'instance qui a rendu le jugement, dans ce cas-là, cette voie de recours ne lui est pas ouverte. Il peut s'agir, si le jugement a été rendu par défaut, il peut s'agir d'une opposition. Si l'affaire est une affaire du premier ressort, il peut également agir en appel et non pas par cette voie de recours extraordinaire. Pour qu'elle soit acceptée, on ne doit en aucun cas faire partie, à quelque titre que ce soit, dans l'instance. À quelque titre que ce soit dans l'instance. Cependant, la jurisprudence accepte qu'une personne qui a eu une procuration pour représenter une autre personne dans un procès, il est considéré comme un tierce dans ce procès parce qu'il ne fait que représenter les intérêts d'une autre personne et par conséquent, si le jugement rendu apporte des préjudices directs à ses intérêts, alors même qu'il a été présent, mais en qualité de représentant par procuration. Dans ce cas-là, il peut protéger ses droits par l'exercice de cette voie de recours. Troisième condition, il faut qu'il s'agisse d'une décision susceptible d'opposition. Toutes les décisions de justice ne sont pas susceptibles toutes les décisions de justice ne sont pas susceptibles de la tierce opposition. Alors, dès qu'une décision atteint les droits d'une autre personne, apporte préjudice aux intérêts d'une autre personne, cette voie de recours peut être exercée. Elle peut même être exercée contre l'exéquatur d'une sentence arbitrale. Il peut même être exercé contre les décisions, l'exéquatur d'une sentence arbitrale. Il faut faire cependant exception des arrêts de la Cour de cassation qui n'acceptent la tierce opposition que lorsqu'il s'agit des arrêts, des recours, en annulation formés contre les décisions des autorités administratives. L'article 379 indique que on peut agir par la voie de la tierce opposition devant la Cour de cassation, mais uniquement lorsque ce recours extraordinaire vise, bien entendu, les décisions des autorités administratives. Ce qui veut dire, à contrario, que pour tous les autres recours qui ne visent pas ce type de recours, la voie de la tierce opposition, elle est fermée. De même, la jurisprudence refuse d'accepter une tierce opposition lorsqu'il s'agit d'agir devant une instance pénale, mais donc non pas dans le volet pénal, mais dans la partie qui relève de l'action civile. Dans la partie qui relève de l'action civile. Dans ce cas-là, le tiers n'a pas le droit d'exercer, parce que la jurisprudence le refuse, la tierce opposition. Dans la même ordre d'idée, les décisions rendues en matière de divorce ne font jamais l'objet d'aucune voie de recours, parmi lesquelles, bien entendu, cette voie de recours extraordinaire qui est la tierce opposition. En matière de divorce, conformément à l'article 128 du Code de la famille, toutes les voies de recours sont interdites, ne sont pas possibles lorsqu'un jugement a été rendu, y compris la tierce opposition. De même, en matière de contentieux des élections des délégués du personnel, les délégués du personnel, il y a des listes électorales qui doivent être établies par l'employeur. À ce titre, il met à la disposition des salariés un registre pour la contestation des listes électorales. Il dispose d'un délai pour répondre à ces critiques
de l'ensemble de son personnel. Une fois que le délai est épuisé, les salariés concernés ont le droit d'agir devant le tribunal pour contester les listes électorales et le jugement rendu par le tribunal de première instance qui agit en la matière et non pas le tribunal administratif, il agit bien entendu sans que cette décision soit susceptible d'aucune voie de recours de quelque ordre qu'elle soit, y compris la tierce opposition. Par ailleurs, l'article 431 du Code de la procédure civile ne permet pas cette voie de recours contre l'exéquatur en matière de dissolution d'un pacte de mariage étranger, sauf par une seule autorité. Une seule autorité peut faire cette tierce opposition, en l'occurrence le ministère public. Sinon, pour tout le reste, cette voie de recours extraordinaire est fermée et ne peut pas y avoir, il ne peut pas les exercer. Force est de constater que le Code de la procédure civile ne prévoit pas de délai pour exercer cette voie de recours. Pourquoi? Tout simplement parce que le tierce est considéré comme étant un étranger à l'instance et il n'y a pas lieu de le notifier. Il n'y a pas lieu de le notifier. Si jamais il a été notifié, bien sûr, dans ce cas-là, il aurait pris connaissance de ce jugement. Mais comme il est tierce, donc il n'a pas été notifié, c'est le jour où il aura su le jugement, ou lorsque le jugement va être exécuté et qu'il constate que justement celui-ci a été prononcé et qu'il lui est préjudiciable, qu'il peut soulever cette voie de recours devant le tribunal, justement pour contrecarrer les effets négatifs de ce jugement. Alors, à qui relève la compétence pour trancher ces litiges, cet recours qu'est la tierce opposition? Elle relève, bien entendu, du tribunal. Mais par quel moyen? La partie intéressée, la partie qui souhaite exercer cette voie de recours, peut le faire de la même manière pour l'introduction d'une instance, pour les requêtes d'une introduction d'une instance. Autrement dit, il peut le faire par une requête écrite ou encore par une déclaration verbale. En tout état de cause, la déclaration verbale est consignée dans un procès verbal par le greffier, signée par ce dernier, mention est faite s'il ne s'est pas signé, et aussi bien la déclaration que la requête écrite, ils doivent comporter certains éléments portant sur le nom, le prénom, la profession, le domicile, ou encore, s'il s'agit d'une société, sa dénomination sociale, son siège social et son représentant légal. Il indique également les faits invoqués, la cause de cette-ci et justement les pièces qui justifient normalement les allégations de l'intéressé. C'est ce qu'on avait vu s'agissant de toutes les autres demandes. Cependant, il y a lieu d'indiquer que le tierce opposant ou la tierce opposition peut prendre deux formes différentes. Soit c'est une tierce opposition au principal, dite principale, ou c'est une tierce opposition dite incidente. Elle est considérée comme étant principale lorsqu'elle est formée par le tiers en dehors de tout procès. Le procès est épuisé, bien entendu, et le tiers lésé par le jugement soulève, exerce cette voie de recours alors que les parties n'ont pas soulevé encore une instance contre le jugement rendu par le tribunal. Il soulève cette caution lorsqu'il a pris connaissance du jugement qui lui apporte un préjudice en dehors de tout procès existant. Dans ce cas-là, on appelle cette tierce position la tierce opposition principale. Par contre, on la considère comme incidente lorsque les parties en cause dans l'instance on reconduit l'instance et par conséquent ce tiers opposant se greffe à cette instance pour dire également que le jugement lui porte préjudice et pour essayer d'avoir
un jugement qui serait favorable à cet intérêt. La tierce opposition, une fois consignée, une fois enregistrée dans le registre dédié à cet effet par le greffe, bien entendu, le tierce opposition, pour que sa demande, sa requête soit acceptée, il faut qu'il consigne devant le tribunal une somme représentant l'amende. Une amende que si jamais son recours est rejeté, cette amende, bien sûr, serait garantie dans la mesure où il est déjà déposé au greffe du tribunal et puisque sa demande ne vise que des manœuvres dilatoires de sa part, donc il sera condamné à payer une amende que d'abord il doit déposer au greffe du tribunal concerné. Cette amende au profit du trésor public et de 100 dirhams lorsqu'il s'agit d'exercer une tierce opposition devant le tribunal de première instance. Elle est de 300 dirhams lorsque le recours est exercé devant la cour d'appel et de 500 dirhams lorsque ce recours concerne la cour de cassation. 100 dirhams devant le TPI, 300 dirhams devant les cours d'appel et bien entendu 500 dirhams devant la cour de cassation. Donc sa demande, le juge ne peut y statuer que lorsqu'il constate qu'il y a eu déjà dépôt au greffe du tribunal de ces montants-là, le maximum de ces amendes, et bien sûr, une quittance est délivrée par le greffier au tiers appelant, cette quittance doit également figurer dans le dossier. Alors, aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est pas accompagnée de cette quittance, comme je viens de dire. Constatons la consignation au greffe de la juridiction de cette somme égale au maximum de l'amende qui est prévue par la loi. La demande ou la tierce opposition incidente, force est de constater que rarement il est exercé au Maroc. Deux parties qui sont en instance, un tiers qui vient se greffer à cette instance par le biais de cette tierce opposition. Il est rare au Maroc. Pourquoi? Pour la simple raison que cette personne-là, au lieu de recourir à cette voie de recours, au lieu de recours extraordinaire, il a une autre voie qui lui permet d'intervenir dans le procès, dans l'instance, tout en gardant une qualité certaine dans cette instance. C'est la voie d'intervention. C'est la voie d'intervention. Au lieu de procéder par tierce opposition incidente, dans un procès en cours entre deux parties, cet intérêt, puisqu'il considère que ses droits seraient lésés si jamais le procès se termine par un jugement qui lui serait défavorable, il a dans ce cas-là le droit d'agir en sa qualité d'intervenant. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé des interventions, les interventions forcées et les interventions qui ne sont pas forcées, volontaires, donc il peut agir d'une manière volontaire. Ce qui nous amène à dire que par rapport à la tierce opposition, on ne peut y parler que lorsque la personne n'avait pas ou n'a pas choisi l'autre voie qui est l'intervention. Il aurait pu, s'il avait su qu'il y a une instance qui est engagée, il avait cette possibilité de le savoir. S'il avait celle-ci, il aurait pu agir en tant qu'intervenant. Mais on ne va pas lui dire pourquoi vous n'avez pas participé à l'instance en votre qualité d'intervenant et vous préférez maintenant agir en votre qualité de tierce opposant. On ne peut pas lui opposer ceci. Mais en pratique, les plaideurs, les justiciables préfèrent plutôt intervenir dans l'instance que de recourir à cette voie de recours incertain. Quels sont les effets de la tierce opposition? Un seul article du Code de la procédure civile parle de cette dernière.
en indiquant que si jamais la tierce opposition n'a pas été acceptée, il a été rejeté par le tribunal, celui-ci condamne le tierce opposant selon le niveau du tribunal à une amende dont les montants ont été indiqués tout à l'heure, à savoir 100 dirhams devant le tribunal de première instance, 300 dirhams devant les cours d'appel ou encore 500 dirhams devant la cour de cassation. Toutefois, il y a lieu de distinguer entre deux effets. L'effet selon qu'il s'agisse de la tierce opposition en elle-même, une fois qu'on a interjeté une tierce opposition, donc il y a des effets, et des effets de la décision rendue sur la tierce opposition. Donc deux effets. L'effet de la tierce opposition en elle-même, parce qu'il a été interjeté, et l'effet du jugement rendu justement sur cette tierce opposition. S'agissant des effets de la tierce opposition en elle-même, d'abord, il faudra indiquer que la tierce opposition n'a aucun effet suspensif. Il n'a pas un effet suspensif sur l'exécution du jugement, comme c'est le cas pour l'appel, par exemple. C'est donc une différence considérable avec l'appel et l'opposition qui, eux, ont un effet suspensif pour le jugement, bien entendu. Cette différence s'explique par sa voie de recours extraordinaire. Nous avons dit au début de cette conférence que les voies de recours extraordinaires se caractérisent par certaines choses. D'abord, ils sont limitativement, les cas de recours sont limitativement déterminés par les dispositions du Code de la procédure civile. Ensuite, ils n'ont aucun effet suspensif. Ils n'ont aucun effet suspensif. Et troisième on ne peut y recourir que lorsque les voies de recours ordinaires normales sont fermées, c'est-à-dire sont épuisées. Et rien n'empêche le tierce opposant, parce que la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif de l'exécution du jugement, de recourir au tribunal pour demander un sursis d'exécution, et ce au juge, selon ses convictions, selon les considérations, selon ce qui existe au dossier, d'ordonner de surseoir à l'exécution du jugement objet de cette tierce opposition. Quels sont les effets du jugement rendu à l'occasion de cette tierce opposition? Alors là, il y a lieu de distinguer entre deux situations. Soit que la tierce opposition a été rejetée, ou il a été accepté. Lorsqu'il a été rejeté, donc le jugement est confirmé, et il va produire tous ses effets, y compris vis-à-vis de ce tiers, qui aura autorité de la chose jugée vis-à-vis de lui. Bien plus que ça, le tierce opposant, parce qu'il a exercé cette voie de recours et qui n'a pas été acceptée par le tribunal, il sera condamné à une amende dont le maximum est de 100 dirhams, encore une fois, devant le TPI, 300 dirhams devant les cours d'appel et 500 dirhams devant la cour de cassation. Rien n'empêche également la partie concernée de poursuivre le tierce opposant pour lui réclamer, pour lui demander de payer des dommages et intérêts si jamais il y a un préjudice qui a été causé par cette tierce opposition, qui est faite d'une manière frauduleuse, qui est faite d'une manière dilatoire. Deuxième effet qui concerne l'admission de la tierce opposition. Cette fois-ci, le tribunal l'accepte. Si la tierce opposition est admise, le jugement attaqué sera alors, selon les cas, soit réformé, soit rétracté. Si la tierce opposition est acceptée par le tribunal, celui-ci peut réformer sa décision s'il s'agit d'une voie de réformation. S'il s'agit, bien entendu, de demander la rectification du jugement, on peut parler dans ce cas-là de rétracter le jugement.
Alors, toutes les fois que ceci sera possible, rappelez-vous ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au droit de servitude, tout ce qui ne serait pas le cas pour cet exemple-là. Chaque fois que cela possible, les effets de la tierce opposition se limiteront au rapport existant entre la personne qui a formé la tierce opposition et les parties au procès. Et les parties au procès. Il n'en va pas à l'encontre des tierces, bien entendu. Il ne peut pas toucher les tierces. Rappelez-vous l'exemple que j'avais cité par rapport au droit de passage qui intéresse A avec B. Le jugement a été en faveur de A. Alors C serait lésé. Il a le droit de soulever, d'exercer une tierce opposition. Le jugement qui serait rendu, il portera sur les effets de tous les parties qui sont en cours. Donc ça, c'est un exemple. Mais le jugement qui serait rendu à la suite de cette tierce opposition ne doit intéresser que les personnes, que ces personnes-là. Il ne doit pas s'étendre aux tierces. Qu'en est-il s'agissant de la deuxième voie de recours extraordinaire prévue par les dispositions de l'article 402 à 410 du Code de la procédure civile? Il s'agit de la rétractation. Donc celle-ci est régie par les dispositions du Code de la procédure civile, mais force est de constater que celui-ci ne consacre aucune définition à la rétractation. Il n'y a aucune définition prévue dans le Code de la procédure civile et qui nous indique ce qu'est la rétractation. On peut la définir comme étant, la doctrine la définit comme étant, la voie de recours extraordinaire par laquelle une partie demande à la juridiction elle-même qui avait statué de modifier, de revoir sa décision, passer en force de la chose jugée parce qu'elle est rendue par erreur découverte postérieurement en statuant à nouveau en fait et en droit. En fait et en droit. Je répète. La rétractation a été définie par la doctrine, par une partie de la doctrine, comme étant la voie de recours extraordinaire par laquelle une partie, celui qui la demande au tribunal qui avait statué par un jugement, donc qui est concerné par ce jugement, de revoir et de modifier sa décision qui est passée, non pas à l'autorité de la chose jugée, mais en force de la chose jugée. Pourquoi ? Parce que cette décision, il avait été rendue parce qu'il y avait une erreur. Cette erreur a été découverte postérieurement, après le jugement. L'un des justiciables a découvert qu'il s'agit que ce jugement n'aurait jamais pu être rendu, être prononcé par le tribunal si jamais il y avait certains éléments dont on va parler. Et dans ce cas-là, il a le droit de recourir au tribunal qui avait statué, qui avait prononcé ce jugement dans le cadre de cette voie de recours extraordinaire qu'est la rétractation et adat nada, régie encore une fois par les dispositions des articles 402 à 410 du Code de la procédure civile. Donc cette voie de rétractation est la voie, enfin on peut définir très sommairement, la voie de rétractation est la voie par laquelle on demande à un tribunal qui s'est prononcé de modifier sa décision qu'il avait rendue par erreur. Force est de constater que les cas d'erreur, si vous voulez, qui donnent lieu à l'exercice de cette voie de recours extraordinaire sont limitativement déterminés par les dispositions de l'article 402 du Code de la procédure civile et qui sont fixés au nombre de 7. Donc ces cas sont spécifiquement et limitativement déterminés. En dehors des cas prévus par l'article 402, on ne peut pas exercer cette voie de recours extraordinaire. Il y a lieu, comme nous l'avons fait pour la tierce opposition, de passer en revue les conditions de la rétractation, les conditions de l'admission de la rétractation, pour ensuite étudier la procédure de celle-ci, et enfin, pour passer en revue les effets de la rétractation. S'agissant des conditions de l'admission
de la rétractation. Puisque c'est une voie de recours extraordinaire, donc il ne peut être ouverte que lorsque la loi le prévoit. Et la loi prévoit ces voies de recours extraordinaires dans des cas limitativement déterminés par elle, dans les seules hypothèses où la loi accorde à une partie la possibilité de demander cette voie de recours extraordinaire. C'est dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, que cette voie de recours est admise et admissible. Quels sont donc ces cas? Il suffit de lire les dispositions de l'article 402 du Code de la procédure civile pour découvrir les 7 cas qui sont prévus par ce dernier. Sous réserve des dispositions de l'article 379 relative à la Cour de cassation, les décisions judiciaires qui ne sont pas susceptibles d'être attaquées soit par la voie d'opposition, soit par la voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation de la part de ceux qui ont été partis ou dûment appelés, dans les cas suivants. 1. S'il a été statué sur une chose non demandée, ou adjugé plus qu'il n'a été demandé, ou s'il a été omis de statuer sur un chef de demande. Deuxième situation, si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol. Troisième situation, s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision rendue. Quatrième situation, si depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives que si jamais ils avaient été retenus par l'instance, surtout s'ils avaient été retenus par la partie adverse. Cinquièmement, si dans une même décision, il y a des dispositions contradictoires. Sixième situation, si par suite d'ignorance d'une décision antérieure ou d'une erreur de fait, il a été rendu par la même juridiction, entre les mêmes parties et pour les mêmes moyens, deux décisions en dernier ressort qui sont complètement contradictoires. Et enfin, dernière situation, si les administrations publiques ou des incapables n'ont pas été valablement défendues. Donc ce sont les situations qui sont prévues par les dispositions de l'article 402 du Code de la procédure civile. Avant d'aller voir plus en détail cette situation, allons voir ce que précise déjà l'article 402 en dehors de ces cas, de ces hypothèses de recours limitées, les conditions pour que cette voie de recours soit acceptée. D'abord, il y a lieu de parler des personnes qui peuvent former cette voie de rétractation. La première condition. Ce sont les mêmes qui peuvent faire l'appel ou l'opposition. Les mêmes personnes qui auraient pu avoir le droit de faire appel ou opposition, c'est à eux seuls qu'est ouverte cette voie qui est la rétractation. Un tierce ne peut pas demander, ne peut pas exercer son action en rétractation, ne serait pas recevable. Ces personnes doivent avoir un intérêt à agir et avoir la capacité et la qualité d'agir. Ils doivent obligatoirement, comme pour toute condition de la recevabilité d'une instance, avoir les 3 titres pour exercer, en l'occurrence, l'intérêt, la capacité et la qualité. Ces personnes, en outre, doivent être parties au procès, quelle que soit leur qualité, soit au titre de demandeur ou encore au titre de défendeur ou encore d'intervenant, peu importe leur qualité. Au cours du procès qui a rendu un jugement par erreur, il faut qu'il en soit partie, demandeur, défendeur ou intervenant. Les personnes qui ont été parties prenantes au procès en premier degré, mais contre lesquelles l'appelant ne les a pas appelés en appel, ne sont pas des intimés
et qui n'ont pas procédé à un appel provoqué demeurent également des tierces et n'ont pas le droit, lorsque l'arrêt de la cour d'appel serait rendu, bien entendu, de recourir à cette voie de recours extraordinaire qu'est la rétractation. Quel est le délai dans lequel la rétractation doit être formée? Quel est le délai, pendant lequel cette voie de recours extraordinaire peut être formée? Le Code de la procédure civile fixe ce délai à 30 jours. Et bien entendu, ce délai est augmenté lorsque la personne réside à l'étranger. Donc, il est de 3 fois plus que ce délai normal. Donc, il est porté à 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Alors, quels sont les cas qui permettent, qui donnent la possibilité à l'une des parties de recourir à cette voie de rétractation? Et j'avais indiqué tout à l'heure qu'ils sont au nombre de 7. D'abord, si le juge a statué au-delà de ce qu'on lui a demandé, ou au-dessous de ce qu'on lui a demandé, ou n'a pas encore répondu à une demande de l'une des parties. Ce qui veut dire que lorsque le juge a statué infra petit a ou ultra petit a, dans ce cas-là, une des parties, parce que le juge n'a pas statué conformément à ses demandes, au-dessous de ses demandes, ou là, au-delà des demandes, donc l'autre partie peut lui demander pourquoi vous avez statué au-delà de la demande, il n'a demandé que ça, donc je vous demande, parce qu'il y a une erreur, de rectifier votre jugement, ou encore, lorsque une personne a procédé à plusieurs demandes et le juge n'a pas répondu à l'une d'entre elles, cette voie de recours, conformément à l'article 402, est ouverte. Deuxième situation, lorsqu'il y a un dol qui a été découvert, lorsqu'on a découvert qu'il y a un dol, dans ce cas-là, bien sûr, pour que cette voie de recours soit acceptée, je répète, qu'est la rétractation, il faut que la partie qui invoque ce dol prouve que ce dol a été déterminant. S'il ne s'agit que de manœuvres frauduleuses d'une partie, qui n'ont pas été déterminantes pour la suite du procès, bien sûr, dans ce cas-là, cet exercice ne se fera pas de la rétractation, le recours à cette voie qu'est la rétractation ne serait pas possible. Il faudra donc que ce dol exercé par l'une des parties ou par une personne extérieure même aux parties ait une influence directe sur le prononcé du jugement, sur le jugement qui a été prononcé, faute de quoi, s'il n'y a pas d'incidence directe, s'il n'a pas d'influence directe, s'il n'est pas déterminant, il ne sera pas accepté. Troisième situation, si il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision. Si, par exemple, en matière d'instruction, il s'est avéré dans une autre affaire, il s'est avéré que la pièce qui a été présentée devant le tribunal et à la suite de laquelle il a donné raison à l'une des parties, mais il s'est avéré plus tard par un jugement rendu par les tribunaux répressifs que cette pièce, elle est fausse et que cette personne a été condamnée en faux. Dans ce cas-là, lorsque le jugement est prononcé et il est définitif, dans ce cas-là, bien sûr, on peut recourir au tribunal par le biais de cette voie de rétractation pour lui dire, monsieur, enfin le tribunal, monsieur le juge, voici que le document fondamental par lequel vous avez statué, maintenant, après le jugement, il a été considéré comme étant un faux par le tribunal répressif, donc il y a matière à rétractation. Si par contre, une quatrième situation, une des parties détenait des pièces qui sont maîtresses, qui sont décisives pour le cours de l'instance, et que ces pièces ont été découvertes après le prononcé de jugement.
après le prononcé de jugement. Bien sûr, dans ce cas-là, également, on peut recourir à cette voie qu'est la rétractation. Si une même décision contient deux dispositifs, même décision, il y a des dispositions contraires. Les jugements contiennent des dispositions contraires. Dans ce cas-là, il s'agit de s'adresser au juge qui a rendu ce jugement pour qu'il apporte les corrections nécessaires, à ce jugement. Sixième situation, lorsque nous avons deux affaires qui portent sur les mêmes parties, sur la même cause et le même objet, et qui ont été tranchées par la même juridiction, mais il s'avère que les deux jugements sont contradictoires. Rappelez-vous, lorsque nous avons étudié cette possibilité, nous avons indiqué que lorsque deux affaires sont pendantes devant le même tribunal, le fait de soulever cette interdépendance devant les deux procès n'est pas d'ordre public. Le juge ne la soulève pas d'office. Il relève aux parties de la soulever. Donc le juge, le tribunal, par ignorance de l'existence d'une décision préalable, sur la même affaire, entre les mêmes parties, et sur le même objet et la même cause, il statue de nouveau, mais les deux jugements sont contradictoires. À titre d'exemple, un jugement en matière de baux commerciaux, avant la réforme de la loi, qui indique que le propriétaire, le bailleur, doit aviser par lettre destinée au locataire qu'il souhaite que le bail soit résilié. Celui-ci, c'est-à-dire le locataire, dispose de 30 jours pour pour recourir au tribunal, justement pour demander la conciliation de ce dernier. Si jamais il n'agit pas dans les 30 jours, il y a forclusion, il perd ses droits. Et dans ce cas-là, le tribunal se prononce en faveur du propriétaire de ce local commercial. Il se prononce en sa faveur. Alors qu'un autre tribunal, le même tribunal, dans la même affaire, il a statué qu'il faut reconduire le bail. Le premier, expulsion. Le deuxième, reconduction du bail. Donc il y a contradiction entre les deux jugements qui sont rendus par le même tribunal sur la même affaire, entre les mêmes parties, sur les mêmes objets, ayant la même cause, toujours le dahir portant sur les baux commerciaux. Je parle de la situation qui prévalait avant la réforme. Dans ce cas-là, une des parties peut s'adresser au tribunal dans le cadre de cette voie de recours extraordinaire qu'est la rétractation pour demander au juge de radier, d'éliminer, d'annuler un des jugements qui est tout le temps le dernier jugement rendu. Donc on gardera le premier jugement seulement. Donc ce sont là les situations qui donnent lieu à cette voie de rétractation telle qu'énumérée par les dispositions de l'article 402 du Code de la procédure civile, bien entendu. J'ai parlé également d'une situation qui est ouverte par les dispositions de l'article 379 du Code de la procédure civile et qui permet expressément cette voie de recours contre les décisions rendues en matière de cassation. Bien sûr, la voie de rétractation, elle est ouverte contre toutes les décisions de justice émanant de toutes les juridictions, de quelque type qu'ils soient. L'ordre judiciaire marocain dispose de plusieurs types de juridictions: tribunal de première instance, tribunal de proximité, tribunal de commerce, tribunal administratif. Quelle que soit la nature du tribunal, on peut toujours recourir à cette voie de recours, même lorsqu'il s'agit de décisions rendues en chambre de conseil, sauf lorsque les décisions sont rendues en matière
d'immatriculation foncière, dans ce cas-là, cette voie de recours n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable également, je l'ai dit, lorsque la voie d'appel est ouverte. La personne n'a qu'à intervenir en appel en procédant à un appel provoqué, par exemple, ou un intervenant dans cet appel, puisque la loi lui permet d'intervenir en matière d'appel. Si le jugement a été rendu par défaut, l'article 402, favorable à la défaillance, estime que pour former cette voie, il faut d'abord qu'on forme au préalable la voie de l'opposition, c'est-à-dire il faut que la voie d'opposition ne soit plus possible. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut exercer cette voie de recours extraordinaire qu'est la rétractation. Quelle est la procédure de la rétractation? Une demande de rétractation se fait toujours selon les modalités dont on a parlé, requête écrite ou déclaration verbale, etc., devant le greffe, si déclaration de verbal, des consignations de tout dans un procès verbal qui porte la mention du nom, prénom, domicile, profession, etc. Mais encore, en plus de ceci, la personne qui recourt, qui souhaite exercer cette voie de recours, il faudra qu'il consigne devant le tribunal le maximum de l'amende qui serait objet de jugement si jamais cette demande de rétractation a été rejetée, a été refusée, s'il a été débouté de cette demande. Alors, c'est aux juges qui ont prononcé le jugement objet de cette rétractation qu'on demande de revenir, de modifier leur décision, leur jugement. C'est les mêmes juges, c'est le même tribunal qui a rendu le jugement objet de cette erreur, à qui on demande de modifier, à qui on s'adresse pour demander de modifier le dit jugement. Parce que justement, comme j'avais dit tout à l'heure, ce jugement a été rendu par erreur pour les éléments, 7 éléments dont j'avais parlé tout à l'heure. Rien n'empêche que ce soit les mêmes juges qui ont rendu le premier jugement qui s'occupent également de trancher cette voie de recours extraordinaire qu'est la rétractation. Rien n'empêche à ce que les mêmes juges qui ont tranché revoient eux-mêmes la décision, ou encore que le président du tribunal décide de confier cette affaire-là à une autre audience formée d'autres juges ou formée d'un autre juge chargé de l'affaire s'il s'agit d'un juge unique. Alors, en tout état de cause, cette demande en rétractation ne sera acceptée que lorsque les sommes indiquées par la loi sont déposées à titre de conciliation devant le greffe du tribunal concerné après conciliation de ces sommes-là et délivrance d'une quittance à la personne qui a déposé cette somme. Ces sommes qui doivent être déposées représentent le maximum de l'amende auquel le juge peut prononcer si jamais il y a rejet de la demande en rétractation. Elle est de 1000 dirhams devant le tribunal de première instance, 2500 dirhams devant la cour d'appel et de 5000 dirhams devant la cour de cassation. Les sommes qui devraient être consignées devant le tribunal varient selon le degré du tribunal. 1000 dirhams devant les tribunaux de premier degré, 2500 dirhams devant la cour d'appel et 5000 dirhams devant la cour de cassation. Donc ce n'est que après avoir déposé, consigné ces sommes-là auprès du greffe contre un récépissé que l'affaire pourra être jugée. Faute de quoi, bien sûr, cette personne-là ne pourra pas voir ce recours accepté par les juges. Quels sont les effets de cette voie de recours extraordinaire? Alors, comme pour la tierce opposition, force est de constater que cette voie de recours qu'est la rétractation n'a pas d'effet
suspensive. C'est d'ailleurs le caractère général de toutes les voies de recours extraordinaires. Donc, elle n'a pas d'effet suspensif sur le jugement objet de celle-ci, le jugement qui est attaqué par cette voie de recours. Puisque, comme je viens de dire, il s'agit d'une voie de recours extraordinaire et toutes les voies de recours extraordinaires n'ont pas d'effet suspensif. Deuxième effet, la partie qui succombe, la partie dont le recours a été rejeté, il est condamné à une amende civile devant le tribunal de première instance. C'est 1000 dirhams qu'il avait déjà consigné, le maximum est de 1000 dirhams qu'il avait déjà consigné au greffe. 2500 dirhams, c'est le maximum de l'amende qui est déjà consigné devant le greffe. Et 5000 dirhams lorsqu'il s'agit d'une affaire pendante d'un recours pendant devant la Cour de cassation. Au contraire, si cette voie extraordinaire a été acceptée, a été admise, la décision sera rétractée et les parties seront remises à l'état où ils étaient avant le jugement. On remet les parties à l'état où ils se trouvaient avant le jugement. Mais si la demande de rétractation porte uniquement sur une partie du jugement, une demande qui a été omise par le tribunal ne statue pas sur la totalité de l'affaire, il ne statue que sur le chef de demande qui lui a été présenté et il ne se rétracte que par rapport à cette partie-là et pas pour le reste du jugement qui continue à avoir la force de la chose jugée. Si la rétractation est admise, bien entendu, les sommes qui sont consignées au greffe sont rendues aux parties. Les sommes qui ont été consignées, les 1000 dirhams, les 2500 dirhams, les 5000 dirhams, sont remises aux parties. Donc le jugement a été favorable à sa cause puisqu'il a été accepté et rétracté par le tribunal. Enfin, le dernier effet de la rétractation, c'est une fois qu'il a été prononcé, il aura pour raison de contrarier le jugement. Le jugement qu'il accueille ordonne que la première décision sera exécutée selon les formes et sa teneur. Les formes et sa teneur. Donc, le prononcé a pour raison d'être les contrariétés des jugements. Et le jugement qu'il accueille ordonne que la première décision sera exécutée. C'est donc ceci, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ces deux voies de recours extraordinaires, en l'occurrence la voie de la tierce opposition, et enfin la voie de la rétractation et adat nadar. Pour ces deux voies de recours extraordinaires, nous avons indiqué les caractères communs. Toutes les deux, ils ne sont pas suspensifs d'exécution, sauf si on agit devant le juge par le biais de surseoir à l'exécution, le sursis d'exécution. Toutes les deux, ils ne sont ouvertes que lorsque les voies de recours ordinaires ne sont plus possibles. Et selon qu'on est parti ou pas, l'une ou l'autre de ces voies de recours est exercée. Si on n'est pas parti au procès, donc on est un tierce, donc la voie recommandée, ça sera plutôt l'intervention, si préférable. Mais si on le juge opportun, on peut agir par cette tierce opposition. Mais la voie de la rétractation, il ne concerne que les parties au litige, il ne concerne pas les tierces qui sont étrangers au procès. Et on demande au juge de modifier, de revoir son jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a erreur. Et les hypothèses où on peut y recourir sont au nombre de 7 et ils sont énumérés par l'article 402. Toutes les deux sont déposées au greffe avec les mêmes moyens pour l'introduction d'une instance, c'est-à-dire une déclaration écrite, une déclaration verbale ou une requête écrite qui répond les mêmes formalités par rapport aux greffiers et toutes les deux se rejoignent, c'est-à-dire la rétractation et la tierce opposition, ils se rejoignent tous les deux parce qu'il exige à ce que la personne qui en fait la demande dépose au greffe du tribunal une consigne au greffe du tribunal une somme d'argent équivalente au seuil maximum de l'amende qui est prévu au cas où il se compte
il succombe au cas où sa demande est rejetée. La dernière séance, Inch'Allah, pour aujourd'hui certainement, l'après-midi, elle sera consacrée à la dernière voie de recours qu'est la cassation. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver cet après-midi.